Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de passer, ces 45 minutes, ensemble aujourd'hui. On va parler des compétences clés pour devenir business développeur. Je sais que c'est un sujet qui est hyper important, pour un certain nombre d'entre vous parce que quand on veut devenir business développeur, on se demande: «OK, bah, déjà à quoi est-ce que ça ressemble le quotidien d'un business développeur?» Et aussi on se dit: «Bah, pourquoi est-ce que je pourrais pas potentiellement, démarrer comme ça, essayer de démarrer comme ça, postuler directement?» Il y a des personnes qui font ça, et puis en général, on passe des entretiens et au moment où on a par exemple des simulations de vente, on se rend compte qu'en fait, bah, il y a un certain nombre de compétences qu'il faut avoir, pour démarrer, en tant que biz dev. Donc le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous partager toutes les compétences dont vous avez besoin, dont vous allez avoir besoin, pardon, pour lancer votre carrière de business développeur. Évidemment, quand j'utilise le terme de business développeur, c'est un terme qui est assez générique puisque derrière, on va retrouver tout un tas de métiers qui vont correspondre en général chacun à une partie du cycle de vente qui est, lui, géré par un business developer. C'est pour ça qu'on parle en général de business developer, on parle aussi souvent de business developer 360. Ça veut dire qu'en fait, c'est un business developer qui va couvrir toutes les étapes du cycle de vente et qui dit une étape du cycle de vente dit évidemment des compétences spécifiques. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais, animer ce webinaire face à vous. Donc moi, je suis un des 2 cofondateurs d'Akimbo. Ça fait, je compte plus les années, depuis lesquelles j'ai été business developer et j'ai formé bien sûr, des business développeurs. Je vous en parlerai peut-être, un peu après. Voilà et donc c'est toute cette expertise que je vais vous communiquer et vous partager aujourd'hui. On va pouvoir démarrer tout de suite. Je vous ai préparé une présentation, un cadre qui va m'aider à structurer, le mieux possible mes propos, tout simplement et on va se lancer tout de suite. Je vous demande une demi seconde et on est bon. J'espère que vous voyez bien mon écran. Normalement, c'est le cas. Je vais même, me mettre en plein écran, ce sera, encore mieux. Voilà. Donc effectivement, les 10 compétences techniques, les 10 savoir-faire techniques à maîtriser pour devenir business developer, c'est le sujet du jour. Je vais démarrer très brièvement en vous expliquant, bah, pourquoi est-ce que, je suis en face de vous aujourd'hui, dans le cadre d'Akimbo. Je vais embrayer immédiatement après sur ces fameuses 10 compétences techniques pour devenir business developer, donc ces 10 compétences à maîtriser et ensuite, je vous partagerai bien sûr quelques éléments sur la formation Akimbo, surtout sur le programme Bootcamp puisqu'on a des programmes Fastcamp aussi, en parallèle. Mais aujourd'hui, je vous parlerai du programme Bootcamp. Alors, Akimbo, en quelques mots, je démarre toujours par ça pour vous donner, des éléments de contexte. Mais notre vision chez Akimbo, c'est que la vente a vécu une révolution depuis 20 ans, et c'est une révolution dans la manière de vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, on vend plus du tout de la même manière que la m les techniques de vente qu'on utilisait, par exemple, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. En fait, il y a plusieurs raisons à ça et j'ai même envie d'en ajouter une quatrième. Donc je vous en parlerai un petit peu après. Mais le 1er facteur qui explique que cette manière de vendre a changé, c'est qu'aujourd'hui, les business models des entreprises sont très différents d'il y a une vingtaine d'années et notamment dans l'écosystème tech qui est l'écosystème des entreprises innovantes, vous avez des business models dits SaaS, donc ça veut dire Software as a Service, ça s'écrit SaaS et en fait, c'est des business models par abonnement où les logiciels et les services sont hébergés dans le cloud et donc peuvent s'actualiser automatiquement et c'est aussi une excellente manière de récupérer de la donnée. Et en fait, quand on vend du SaaS, on va le vendre de manière différente que quand on vend, un service traditionnel en B2B, sans même parler, de B2C. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'entreprises derrière dans la tech qui vont, par exemple, rechercher des business developers avec une expérience SaaS et qui vont être beaucoup moins intéressés par des profils qui n'ont pas une expérience SaaS, sauf si, par exemple, évidemment, ils ont fait un bootcamp comme celui d'Akimbo. 2e facteur qui explique cette révolution, toutes les données qu'on peut utiliser maintenant pour mieux vendre, le volume de données a vraiment, explosé depuis une vingtaine d'années et c'est des données dont on va se servir énormément en tant que business developer pour, par exemple, personnaliser ses approches et pour aussi, par exemple, détecter des signaux d'achat, qui vont nous permettre de concentrer nos efforts là où il faut aller. Ça, c'est le 2e facteur et un 3e facteur sur pareil, l'essor considérable du volume d'outils que vous pouvez utiliser. Alors, des CRM, ça fait, une trentaine d'années, voire même un peu plus qu'on en utilise. Mais en revanche,
il y a un essor et on est assez bien positionné, pour le voir chez Akimbo. Il y a un essor extrêmement important depuis à peu près 5-6 ans et ça continue de s'accélérer sur le nombre d'outils qu'on peut utiliser en tant que business developer et qui vont permettre d'être plus efficace, de gagner du temps, et de se rendre aussi évidemment le quotidien, beaucoup plus facile. J'avais envie de rajouter un quatrième facteur, vous allez pas être surpris, mais je suis intimement convaincu que cette révolution qui a eu lieu, elle va s'accélérer encore plus. Pourquoi? Parce qu'avec tous les outils d'IA qui sont en train, de se développer, avec l'amélioration des modèles d'IA, qui sont créés par, des grandes sociétés comme, OpenAI ou, Alex Alpha en Europe et puis tous les les autres concurrents un petit peu partout, c'est quelque chose qui va vraiment, radicalement transformer, l'approche de vente, et ça va, on va dire, encore plus rendre indispensable, le fait d'actualiser ces méthodes de vente. Donc nous, ça, c'est notre vision chez Akimbo et on a une mission qui s'articule autour, qui est de faire passer la vente d'un art à une science. Quand on dit d'un art à une science, c'est que c'est une discussion que j'ai, quasiment tous les jours avec des personnes, qui s'intéressent à Akimbo. Mais pour encore beaucoup de gens, la vente, c'est, vous allez conseiller de faire de la vente et de devenir commercial ou business developer à quelqu'un qui, a de la tchatch, qui a un beau relationnel, qui a des facilités à l'oral et cetera. Voire même à quelqu'un qui est extraverti et à contrario, quelqu'un, par exemple, qui va être introverti, on va se dire: «Non, ça va pas faire un bon vendeur». Pas forcément quelqu'un, qui va réussir sur ce rôle-là. En fait, ça, c'est vraiment une vision qui est ancienne de la vente où effectivement, bah, il y a une vingtaine, une trentaine d'années et puis encore avant, c'était vraiment beaucoup du relationnel. On n'avait pas de données, on n'avait pas de logiciel, on n'avait pas d'outils, et finalement la seule manière qu'on avait de faire la différence par rapport à d'autres vendeurs, d'autres commerciaux, bah, c'était ces soft skills, c'était ces qualités de communication. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas important aujourd'hui, parce que si, ça reste important. Ne serait-ce que, il faut avoir une communication qui soit la plus universelle possible. Il faut pouvoir s'adresser au plus grand nombre de personnes possible, puisque quand on est business developer, on rencontre énormément de gens tous les jours, on parle avec énormément de gens. Il faut avoir une communication qui va pouvoir s'adresser au plus grand nombre de personnes possible. Parce qu'il y a une communication qui est assez clivante, assez marquée, parce que je sais pas, vous parlez très lentement ou au contraire, vous parlez beaucoup trop vite, ou vous parlez pas assez fort ou trop fort, vous êtes pas à l'écoute et cetera et cetera. En fait, c'est sûr que vous allez vous fermer des opportunités dès le début puisqu'il y a des personnes, qui vont, on va dire, pas avoir envie de vous écouter. Donc il faut avoir quand même un comment dire? Un socle commun. Il faut avoir des compétences minimum en termes de communication. Mais ce qui va vraiment faire la différence derrière, c'est et ça va être tout l'enjeu aussi de ce webinaire de vous montrer ça, et c'est toutes les méthodes et toutes les techniques que vous allez pouvoir utiliser ensuite aux différentes étapes du cycle de vente pour justement à la fois détecter des opportunités, organiser votre travail, que ce soit sur la prospection, les rendez-vous et cetera. Toutes les techniques aussi sur la manière dont vous allez dérouler vos rendez-vous clients. Donc vous allez organiser votre équipe commerciale, donc vous allez organiser votre propre agenda commercial personnel et cetera et cetera. Et c'est de plus en plus une science parce qu'en fait, vous allez avoir notamment énormément de données qui vont vous permettre de quantifier des choses qui, bah, jusqu'à présent, en fait, n'étaient même pas quantifiables. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez, par exemple, des modèles d'IA qui sont capables aujourd'hui de reconnaître des émotions très facilement et de manière beaucoup plus performante que des hommes. Et vous avez tout un tas de frameworks et de concepts qui sont développés et qui ont été éprouvés par de la data et qui permettent justement, de vendre de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante. Et c'est ce qui fait la différence entre les organisations qui sont, on va dire, qui vivotent, qui fonctionnent tant bien que mal et celles qui sont les plus performantes. Ça, c'est, j'aurais bien aimé que ce soit, moi qui ai fait cette étude pardon, et que je puisse vous en parler, davantage aujourd'hui, mais ce sont de grands cabinets de conseil qui ont justement analysé énormément d'équipes commerciales et qui ont, hem, dérivé de toutes ces observations qu'elles ont faites, de toutes ces interviews, de tous ces questionnaires qu'elles ont administrés, que les équipes commerciales qui considèrent la vente comme une science sont jusqu'à 40 plus performantes que les autres. Maintenant que j'ai posé ce contexte aujourd'hui face à vous, je vais vous dire en quelques secondes ce que fait Akimbo. Donc Akimbo, c'est la première communauté sales et business développement de France. En quelques chiffres, on a accompagné un peu plus de 2000 profils depuis 5 ans, depuis, fin 2018, début 2019. On a sur le bootcamp un nombre d'Akimbers qui est limité à une vingtaine d'Akimbers par session
on a une satisfaction moyenne, notamment sur nos avis Google, qui fait, la fierté de l'équipe. La fierté et j'ai envie de dire, c'est la juste récompense de tout le travail effectué, de toutes les remises en question, au quotidien pour justement avoir une satisfaction maximale des Akimbers et on a un taux d'emploi sur le bootcamp qui est de 100 à 12 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un a fait le bootcamp, 12 mois après, il est nécessairement en poste, que ce soit un CDI, ça c'est, plus de 9 personnes sur 10, ou alors que ce soit sur des parcours d'entrepreneurs, par exemple. Puisqu'il y a pas mal d'Akimbers aussi qui font le bootcamp et qui se disent qu'en fait, ils ont évidemment compris que, quand on sait vendre et ben, on a acquis la compétence la plus importante, d'un entrepreneur. L'équipe d'Akimbo, aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes, plus une constellation, plus une communauté de coachs autour de nous avec lesquels on travaille souvent depuis des années et qui interviennent sur nos différents programmes. Donc vous avez des personnes chez Akimbo qui font de la vente, vous avez des personnes qui font du conseil, vous avez des personnes qui sont, sur notre offre d'externalisation, c'est-à-dire qui vont faire de la vente pour nos propres clients. Vous avez des personnes qui font du recrutement, qui s'occupent de l'amélioration de nos produits, donc de nos formations et de nos coachings, et cetera, et cetera. Allez, c'est le moment d'attaquer et d'entrer dans le vif du sujet sur ces fameuses 10 compétences techniques de vente à maîtriser pour devenir business developer. Alors je fais un petit préambule. Toutes les compétences dont je vais vous parler aujourd'hui, elles sont importantes. Après, de là à dire que tous les business développeurs maîtrisent entièrement toutes ces compétences, clairement pas. Non, les business développeurs, vous allez voir que je vais vous présenter un certain nombre d'informations. Les business développeurs, ils vont maîtriser allez, entre 40 et 80 de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la plupart du temps. C'est sûr que si vous maîtrisez 100 de ça, vous êtes niveau, directrice ou, directeur commercial, dans une belle équipe commerciale qui fonctionne bien. Première compétence à maîtriser et je vais reprendre, vous allez voir progressivement sur ces 10 compétences, je vais, cheminer progressivement dans un cycle de vente de manière chronologique. La première compétence à maîtriser quand on vient d'arriver ou alors quand on lance un nouveau produit, il faut évidemment se poser les bonnes questions, et il faut avoir une stratégie commerciale qui soit la plus efficace possible. Et pour avoir une stratégie commerciale efficace qui soit efficace, pardon, vous avez un certain nombre de frameworks, un certain nombre de méthodes qui vont vous permettre, par exemple, de détecter quelles sont, les forces ou les faiblesses de, votre produit et du marché et de votre approche. Pareil pour les opportunités et les menaces et vous avez aussi d'autres frameworks d'études, d'analyse de marché qui vont vous permettre justement, de couvrir de couvrir les principales questions que vous devez vous poser en tout cas avant d'être plus dans la partie exécution de votre stratégie commerciale. Quand je dis exécution, c'est le moment où vous allez vraiment, par exemple, envoyer des emails, faire des appels, rencontrer des gens, et cetera, et cetera. Donc au début, il y a un vrai travail à faire de s'interroger sur son marché et par exemple aussi d'estimer sa taille pour se demander si on est sur, une bonne verticale ou est-ce que finalement on s'attaque pas par exemple à un marché qui est trop petit, donc une niche ou est-ce qu'on s'attaque pas à un marché qui est beaucoup trop large sur lequel finalement on n'arrivera pas à se différencier aussi par rapport à son produit actuel, vis-à-vis des clients. Vous avez un concept, par exemple, qui est celui de la value proposition, la proposition de valeur qui est hyper important. C'est comment est-ce qu'on formalise pour son entreprise une proposition de valeur qui soit la plus claire possible vis-à-vis des clients et qui va vraiment faire résonner en eux, certaines cordes par rapport aux propres challenges auxquels eux, sont confrontés. Vous avez aussi, par exemple, le concept de USP, Unique Selling Proposition, qui est, OK, comment est-ce que et qui est un concept d'ailleurs qui vient plutôt du milieu de l'investissement et qui est aussi très apprécié, dans le milieu sales et business développement qui est: comment est-ce que moi, en tant qu'entreprise et notamment avec ma proposition de valeur, comment est-ce que je me positionne par rapport à mes concurrents aux yeux de mes prospects? Et qu'est-ce qui fait que ces prospects vont me choisir moi plutôt que les autres? C'est pour ça qu'il y a le mot unique dedans, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que société, vraiment différemment des autres, que ce soit, par rapport, à vos fonctionnalités, que ce soit par rapport, hem, à votre service client, que ce soit par rapport à votre culture d'entreprise, et cetera, et cetera. Vous avez aussi, par exemple, la règle des 3 T, qui est un grand classique en vente et qui est, une règle qui est, très importante à garder en tête au moment où on élabore sa stratégie commerciale. Donc c'est territory, timing, talent. Et qui dit territory, donc le territoire commercial, la zone que vous allez cibler pour justement, exécuter après vos efforts de prospection, c'est quelque chose qui est, évidemment, hyper important et que vous devez considérer au moment où vous élaborez votre stratégie commerciale. Et enfin distribution, comment est-ce que
je choisis les canaux d'acquisition que j'utilise? Est-ce que, par exemple, je passe que par de la vente directe? Et si je fais de la vente directe, quels sont les canaux à l'intérieur que je vais mobiliser? Est-ce qu'il faut que je fasse, beaucoup de ventes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut que je fasse beaucoup de ventes par téléphone? Est-ce qu'il faut que je fasse beaucoup de ventes, par email, et cetera? Mais vous n'avez pas seulement la vente directe, vous avez aussi la vente indirecte via des distributeurs, par exemple, ou via des prescripteurs, puisqu'il n'y a pas que des distributeurs. Et donc ça, c'est des éléments qui vont venir, façonner votre stratégie commerciale. Et effectivement, bah, quand on est business développeur, surtout quand on rejoint une petite start-up dans laquelle on doit un petit peu tout faire soi-même, c'est hyper important d'avoir ces compétences et de maîtriser ces différents concepts-là pour derrière prendre les bonnes décisions. Évidemment, si vous rejoignez une entreprise de la tech de 50, 80, 100 ou 500 personnes, vous allez beaucoup moins vous poser ces questions. Ce sera toujours intéressant de se les poser, puisqu'en tant que business developer, vous pourrez aussi, être amené évidemment à enfin vous comment dire? En tant vous serez au cœur de la machine, donc vous aurez tout intérêt à vous poser ces questions, mais on va disons, ça va être beaucoup moins quelque chose d'important pour vous, sur la durée. Voilà. Deuxième compétence, qui fait écho et qui est le prolongement de, du slide précédent sur la partie effectivement territoire et compte. Donc comprendre son territoire, comprendre, comment est structuré donc le paysage de compte, le paysage de cibles potentielles qu'on a en face de soi, et pouvoir par exemple le structurer. On va utiliser, un certain nombre de mécanismes pour structurer ce territoire. Ça peut être, des critères géographiques, ça peut être des critères de taille, par exemple, donc sur des entreprises, qu'on va appeler TPE-PME ou ça peut être, par exemple, des entreprises dites ETI, entreprises de taille intermédiaire ou alors des entreprises dites grands comptes. Évidemment, pour ces termes-là, à chaque fois, il y a des concepts, anglais, des traductions anglaises qui vont avec, mais je vais essayer de me limiter le plus possible aujourd'hui. Je pense que ça va doucement vous faire sourire parce que probablement que depuis, à peu près 20 minutes, il y a eu quelques anglicismes qui m'ont échappé. Hem, Comprendre son territoire, effectivement, c'est extrêmement important, et une fois qu'on a fait ça, bah, le segmenter, par exemple, par industrie. Quand je dis par industrie, c'est d'accord, bah, il y a l'industrie, des entreprises de transport et de logistique sur mon territoire. Il y a l'industrie, des entreprises qui font, par exemple, de la distribution de quelque chose. Il y a, l'industrie des agences, et cetera et donc on a besoin d'avoir d'utiliser des concepts et des termes qui soient précis justement pour, bah, bien définir ce territoire pour derrière élaborer une stratégie qui soit cohérente au moment de vouloir l'attaquer. Voilà. Vous avez aussi une notion de parcours d'achat qui est hyper importante. Donc c'est le parcours, les différentes étapes à travers lesquelles un prospect va avancer entre le moment où il ressent qu'il a un besoin. Ça peut être: «Mes bureaux sont trop petits», par exemple, «Ma société se développe et bah, chez Akimbo, on a besoin d'agrandir nos locaux». Donc voilà, ça commence à devenir un peu, un besoin. J'ai, quelques personnes, quelques collaborateurs qui me disent: «Ah, ce serait bien si on avait une pièce en plus» et cetera. Donc voilà, j'ai pas encore formalisé ce besoin, mais en tout cas, je commence à le ressentir, à ressentir quelque chose. Ça, c'est la toute première étape et puis après on avance évidemment énormément. Au moment où je réalise que j'ai ce besoin, je commence à faire des visites, de locaux ou d'appartements. Après, je commence à faire des offres et puis finalement je m'engage, je contractualise, avec ce qui est enfin, je suis un prospect pour lui, mais du coup avec un fournisseur, voilà. Et pour ça, vous avez aussi des outils qui vous permettent, bah, de bien comprendre ce territoire. LinkedIn Sales Navigator que vous voyez là, le logo en bleu est extrêmement utile et probablement l'outil le plus utilisé pour comprendre, son territoire puisque ça va permettre de individuellement lister absolument toutes les personnes que vous pourriez contacter, pour, bah, par exemple, essayer d'enclencher des conversations, avec elles. Et vous avez aussi des outils comme, Nomination, qui va permettre de détecter de la donnée de détecter pardon des emails, des téléphones, de l'information, sur son territoire, sur les comptes au sein de son territoire et les interlocuteurs associés et vous avez aussi alors il y en a beaucoup des outils qui permettent de faire ça et on peut un petit peu s'y perdre quand on vient de l'extérieur. Vous avez par exemple parce qu'il y a de nouveaux outils qui sortent tous les mois aussi. Donc nous, une de nos missions, c'est d'arriver justement à bien, faire la différence entre ceux qui fonctionnent le mieux et ceux qui fonctionnent un peu moins bien. Un outil qui est utile aussi, mais je pense à Asgard qui va par exemple permettre de détecter des signaux faibles sur son territoire. Quand je dis des signaux faibles, ça va être par exemple une entreprise qui
se lancent à l'international. Ça va être un signe faible que peut-être qu'ils vont avoir besoin de tel ou tel, outil ou tel service. Ça ou un autre signal faible, ça va être que l'entreprise lance certains types de recrutement et donc vous allez commencer à voir apparaître et tout ça, c'est de l'information publique, qui peut être, collectée, mais vous allez commencer à voir apparaître que, je sais pas, ils vont recruter un un développeur qui maîtrise telle ou telle technologie ou tel ou tel, langage de base de données ou des choses comme ça et ça peut être considéré comme un signal faible qui fait que derrière, vous allez avoir envie de vous positionner, sur ce compte. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième compétence qui est, importante à maîtriser, bah, celle justement de une fois qu'on a structuré sa stratégie commerciale, de comprendre son territoire, et d'être capable de se représenter, de lister et de comprendre quels sont les comptes. Donc les comptes, c'est les entreprises qu'on a envie de cibler et derrière, au sein de chacune de ces entreprises, quels sont les interlocuteurs, à qui on a envie d'aller parler. Troisième compétence clé, la génération de leads. Alors je vous ai mis un petit guillemet. Lead entre nous, j'ai pas pu m'empêcher. Je suis désolé, j'avais envie d'utiliser ce mot. Voilà, j'ai sombré. J'ai utilisé un mot anglais, un de plus. Non, lead, c'est important. C'est vraiment un synonyme de prospect. Donc quand on parle de lead generation, qui est un terme très générique et qui est beaucoup utilisé dans les équipes commerciales, quand on parle de lead generation, c'est comment est-ce que comment est-ce qu'on détecte, enfin, quels sont les ça désigne les actions qu'on va entreprendre, à travers des canaux d'acquisition pour justement détecter les opportunités. Quand je dis détecter une opportunité, c'est une opportunité, elle a été détectée à partir du moment où, vous avez eu un premier échange avec un interlocuteur dans un compte et cet interlocuteur vous a dit: «Effectivement, je confirme, j'ai un besoin qui porte sur, heu, par exemple, hem, mieux personnaliser mes campagnes marketing CRM». Je sais pas, je pense par exemple au responsable CRM de, Sephora, par exemple. Il va vous dire: «J'ai ce besoin, effectivement», et ça va être qualifié aussi, ça va être une vraie opportunité, quand par exemple, il y aura un budget qui aura été, défini, sur cette opportunité commerciale. Peut-être aussi quand il y aura un agenda qui aura été, désigné et peut-être aussi quand on sera sûr qu'on parle par exemple aux décisionnaires. À partir de ce moment, c'est une opportunité. Bref, la génération de leads, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre pour, donc par exemple à travers la création de séquences que vous allez entreprendre pour détecter des opportunités et c'est un job évidemment essentiel en tant que business developer parce que créer des séquences quand on est business, c'est, vraiment le quotidien et derrière quand on crée ces séquences, bah, après il faut aussi les exécuter et puis en général quand on crée des séquences, on a des retours donc il faut gérer ces retours et au sein de séquences, donc c'est des séquences de prospection, bah, on va aussi avoir certaines tâches manuelles qui vont être par exemple, des appels ou, envoyer, des messages écrits sur des réseaux ou, voilà, il y a tout un tas d'actions qu'on peut faire et ça demande, bah, beaucoup de temps au quotidien parce que quand on est business développeur, clairement, en général, on passe à peu près la moitié de ses journées à faire de la prospection. Prospection qui va, enfin, au moins la moitié de ses journées, prospection qui va inclure, bah, justement ces séquences avec beaucoup d'emails, beaucoup de réponses, et beaucoup d'appels à passer pour, valider certaines informations ou quand on n'arrive pas à joindre les décisionnaires et les interlocuteurs par email pour arriver à trouver une manière de les avoir au téléphone. Quitte évidemment, et c'est le cas en 95 du temps, à ce qu'ils vous disent: «Bah non, je suis pas intéressé, j'ai déjà un outil, au quotidien, qui me sert bien» ou alors, «J'ai pas le temps» ou alors, «C'est pas propriétaire aujourd'hui» pas propriétaire, pardon, «c'est pas prioritaire, dans mon emploi du temps aujourd'hui». Voilà et pour ça, bah, vous avez un certain nombre d'outils qui sont aussi très utilisés. À nouveau Sales Navigator, je crois que je vais le mettre un petit peu partout entre nous, parce qu'on en sert vraiment beaucoup. Mais vous avez aussi des outils qui s'appellent des SEP, Sales Engagement Platforms, comme, Lemlist, donc c'en est une. Vous avez aussi, Outreach qui est une plateforme américaine qui est utilisée par pas mal d'entreprises. Vous avez aussi, des outils comme Wallaxy par exemple ou encore La Grosse Machine qui est juste ici. Et puis aussi, vous avez de plus en plus depuis quelques années, de plus en plus de CRM qui vont intégrer directement ces outils de séquence, ces fameuses SEP, directement dans leurs fonctionnalités. Donc je pense à HubSpot qui a un outil qui s'améliore de plus en plus, mais vous avez aussi bien sûr Pipedrive ou Salesforce qui peuvent vous permettre de faire ça, sachant que les principales SEP s'intègrent aussi très bien avec les CRM et après ça fait des échanges de données entre les 2 outils, et ça fonctionne parfaitement. Quatrième compétence clé, qui rejoint la précédente, mais ça va être sur la partie outbound. Quand je dis sur la partie, outbound, alors
il y a quelque chose que je vous ai pas dit, pardon, je fais un petit retour en arrière. Une chose supplémentaire ici, c'est sur tout ce qui va concerner ce qu'on appelle le scrapping de données. Quand on dit scrapping, donc to scrap en anglais, ça veut dire gratter, collecter. Scraper de la donnée, c'est créer sa donnée commerciale. Et quand je dis sa donnée commerciale, pour vous dire très concrètement à quoi ça ressemble, bah, on parle de faire un fichier Excel où vous allez avoir une colonne avec des prénoms, une autre colonne avec des noms, puis des emails, puis des numéros de téléphone, puis éventuellement quelques autres informations supplémentaires comme le nom de l'entreprise, le poste de votre interlocuteur, et cetera, et cetera. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est aussi, extrêmement important. Contacter les bons interlocuteurs, enclencher des conversations, générer des prospects, c'est quelque chose qui est évidemment, à nouveau, au cœur des compétences chez un business développeur et pour ça, bah, pour vos séquences, vous avez un besoin de maîtriser et c'est quelque chose qui est, en général, sur lesquels, des candidats qui arrivent, par exemple, sur nos programmes de formation, ont comment dire? Hem, des contenus de copywriting vont avoir un impact qui va être, vraiment, très important sur la qualité de ce qu'ils vont être capables de faire. Mais effectivement, en termes de copywriting, vous avez vraiment une science du copywriting. Pour le coup, il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est un art, mais non, il y a vraiment une science du copywriting qui permet vraiment de créer des messages qui vont convertir derrière lorsqu'ils vont être envoyés, à des interlocuteurs. Il y a des règles en termes de copywriting pour recevoir des emails de prospection, plusieurs fois par jour. C'est des règles qui sont maîtrisées par à peu près 1 des personnes qui envoient des emails de prospection et quand on maîtrise bien ces règles-là, tout de suite, on va avoir des réponses qui vont être, beaucoup plus, hem, rapides et beaucoup plus intéressantes que, lorsqu'on envoie, juste, des mails qui ont été, rédigés sans méthode et à la va-vite. C'est quelque chose qui est vraiment flagrant, hein. Si vous utilisez des bonnes techniques de copywriting, vous allez avoir des taux de retour qui vont monter jusqu'à 30-40 même en vendant un produit dans votre mail de prospection, sans avoir une approche qui soit un petit peu, détournée. C'est vraiment quelque chose qui est possible et en revanche, si vous faites un des messages de prospection parce que, bah, vous démarrez comme business developer et on vous demande de faire une séquence et vous créez vos messages, vous avez vraiment mais 99,9 de chances de faire des messages qui ressemblent à tous les autres messages qui sont envoyés aujourd'hui par des personnes qui envoient ces emails, et qui finissent en général, dans le meilleur des cas, archivés et dans le pire des cas, dans la catégorie spam. Ce qui derrière pose des problèmes pour vous puisque si vous envoyez des messages qui finissent beaucoup dans la catégorie spam et bah, les algorithmes de nos amis de Google, de Microsoft et cetera sont tellement bien faits qu'il y a de fortes chances que tous vos prochains messages finissent également dans le spam. Voilà. Ensuite, pour cette partie outbound, vous avez par exemple besoin, bah, de maîtriser alors une méthode comme le Sandler. C'est une des grandes méthodes de vente qu'on retrouve beaucoup, dans l'écosystème, tech. Je pense aussi par exemple au value selling dont je parlerai un petit peu après, ou à Medic dont je parlerai encore un petit peu après. Méthode de qualification simple, vous avez des méthodes de qualification comme le BANT. Quand on dit qualification, c'est qualifier les besoins d'un prospect, c'est comprendre quels sont ses enjeux, parvenir par exemple à les quantifier et rassembler un certain nombre d'informations qui sont encore une fois très synthétiques, mais qui sont, vraiment importantes avant potentiellement d'envoyer ce prospect à une autre personne de votre équipe. Puisque en général, c'est un travail en équipe dans une équipe commerciale et donc vous avez besoin aussi de savoir faire une 1re, qualification de prospect. On passe sur un volet qui fait souvent peur aux aspirants business développeurs, l'appel à froid, la prospection. Le cold calling, on l'appelle, comme on veut. Hem, L'appel à froid, qu'est-ce que c'est? C'est appeler des personnes, tout simplement, qui n'attendaient pas initialement votre appel. Donc c'est appeler des personnes auxquelles, bah, vous avez pu ou non envoyer des emails par le passé, et vous n'êtes pas là pour vendre par téléphone auprès de ces personnes, mais vous êtes là à minima pour simplement attirer leur attention. Vous êtes là pour détecter que votre solution peut répondre à un besoin chez eux et surtout, vous êtes là pour valider une prochaine étape avec eux et typiquement une prochaine étape, ça va être une démonstration de votre produit. Et donc quand vous faites un appel à froid, c'est un appel qui dure en général entre 2 et 5 minutes, pas plus, sinon c'est que vous êtes en train de déborder et le but de cet appel, c'est de convenir d'un rendez-vous avec votre interlocuteur pour peut-être, le lendemain ou le surlendemain ou encore un petit peu après, de 30 minutes où vous allez pouvoir cette fois-ci passer plus de temps avec lui, dans un contexte qui va être plus posé, plus structuré et vous allez vraiment je viendrai sur ça après, mais
vous attarder à découvrir ses besoins à lui et vous allez passer un petit peu de temps à pitcher votre solution et après tout dépend de la longueur de votre cycle de vente, donc de la complexité de votre solution. Mais soit vous pouvez éventuellement vendre directement, si c'est une solution qui est assez simple, soit vous pouvez potentiellement convenir de prochaines étapes. Donc ça va être par exemple impliquer les services achats, impliquer les services, IT, SI, ou encore, peut-être co-construire une solution ensemble parce que quand vous vendez des solutions qui sont très complexes et qui coûtent très cher, bah, il y a une phase souvent de co-construction qui est nécessaire pour, par exemple, personnaliser votre solution et l'adapter aux enjeux de votre client. L'appel à froid, c'est un pouvoir magique. C'est quelque chose qui est, extrêmement important. Quand on est business développeur, en général, par jour, on fait, je dis en moyenne, on va faire entre, je dis bien en moyenne, on va faire entre 20 et on doit faire entre 20 et une cinquantaine d'appels à froid par jour. Parfois, on est capable d'en faire plus dans la journée, mais quand on en fait plus dans la journée, c'est que le lendemain, on va en faire moins ou que la veille, on en a fait moins. Donc ça veut dire qu'il y a une notion d'appel à froid qui est importante en tant que business developer. Pourquoi? Parce que dans votre séquence de prospection, vous allez avoir une séquence avec une vingtaine d'étapes, par exemple, bah, vous allez avoir 5-6 étapes qui vont être des appels et pour ça, vous allez avoir des notifications qui vous rappellent, bah, quand est-ce que vous devez, faire des appels, et vous allez vous bloquer, par exemple, 1 heure ou 1 heure et demie dans la matinée ou dans l'après-midi pour dérouler un certain nombre d'appels que vous devez faire et le but de ces appels, c'est d'avoir une personne en face de vous au téléphone, enfin la personne que vous cherchez à attirer. Et pour ça, bah, vous allez forcément faire face à ce qu'on appelle des barrages secrétaires. Il y a des gens qui vous disent: «Ah bah non, madame Michu, n'est pas disponible, mais c'est à quel sujet?» ou «Est-ce que vous êtes déjà en contact avec elle?» C'est un grand classique évidemment et votre but, ça va être de franchir ces barrages. Après, une fois que vous avez eu la bonne personne au téléphone, d'attirer son attention et il y a aussi des règles. Je pense par exemple aux divas. Alors là, il y a quand même, 5 lettres, donc j'ai forcément en oublié, 2 ou 3, mais qui sont des règles qui vont permettre d'optimiser sa présence au téléphone face à des interlocuteurs et donc là, par exemple, sur le Diva, ça va être débit, intonation, volume. Alors le S, c'est le sourire et le A, c'est, ou alors le S, sourire ou silence d'ailleurs. Moi, je préférais plutôt silence, et le A, bon ça va, j'en ai oublié un sur les 5, vous me pardonnerez, mais voilà, donc vous avez compris l'idée, c'est qu'il y a des frameworks, il y a des méthodes et évidemment, ça demande beaucoup d'entraînement. Heureusement, maintenant, on enregistre aussi ses propres appels pour pouvoir les réécouter et pour pouvoir se demander si on a posé assez de questions ouvertes ou si on a posé que des questions fermées, savoir si on avait la bonne posture, etc., etc. Donc cette partie appel, effectivement, elle est importante en tant que BizDev. C'est assez rare, il y en a, hein, mais c'est assez rare quand même les BizDev qui n'ont pas d'appel à froid. Voilà. Et c'est une compétence vraiment magique dans le sens où quand vous savez faire ça, derrière, il ne peut rien vous arriver. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même changer d'entreprise, Hem, monter votre propre entreprise, en fait, vous aurez appris à faire quelque chose qui est essentiel, qui est d'aller trouver, de nouveaux clients. 6e compétence clé, ce qu'on appelle la qualification. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur ça, parce que c'est un point qui est hyper important. C'est le moment où, bah, par exemple, suite à un appel à froid ou suite à une séquence de prospection, vous avez eu un premier rendez-vous avec un prospect. Vous avez un rendez-vous de 30 minutes. Sur ce rendez-vous de 30 minutes, vous allez passer la première partie, voire même les 2 tiers de ce rendez-vous à qualifier les besoins de votre prospect. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire comprendre ses besoins, ça veut dire comprendre quels sont, par exemple, ses critères d'achat. Si je parle de critères d'achat, c'est important, c'est parce que justement, c'est dans cette méthode de qualification avancée, pardon, qui s'appelle MEDDIC. Vous allez aussi comprendre qui sont les décisionnaires, qui sont les concurrents potentiellement qui sont placés aussi, sur le projet, à vos côtés et cetera et cetera et donc ça, c'est une méthode, une approche qui est extrêmement importante et ce qui est difficile aussi, c'est de savoir quelle est la proportion et donc c'est des choses qui s'apprennent, on est coaché sur ça, quelle est la proportion, quelle est la profondeur de qualification que je dois donner à un prospect et évidemment, ça rejoint le point 3, c'est comment est-ce que je détecte, comment est-ce que je suis attentif aux signaux faibles via de l'écoute active de mon prospect pour savoir si justement, là, je suis sur un terrain, qui lui permet de s'ouvrir et qui permet de créer de la valeur dans l'échange ou est-ce que là, il attend que je passe à autre chose parce que je sens qu'il est un peu, en retrait ou il commence un petit peu, à se refermer. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à percevoir, surtout quand on débute, mais qui est hyper important. 10 sont cas, ce sont des méthodes
qui vont permettre d'analyser aussi, par exemple, la personnalité de son interlocuteur pour savoir si on a affaire à un profil qui est plutôt rouge, plutôt jaune, plutôt bleu, plutôt, architecte ou, vous voyez, il y a différentes catégories comme ça de personnes qu'il faut apprendre dont il faut se familiariser, et qui vont permettre d'adapter son approche, en rendez-vous client face, à certaines, personnes. Voilà. On apprend aussi bien sûr à faire une démo. C'est toute une science de faire une démo, de son produit pour faire une démo qui soit, impactante et surtout qui soit interactive avec ses prospects. Vous avez par exemple, vous avez d'autres techniques aussi, et je passe rapidement dessus parce que je vais pas rentrer dans le détail. Il y a des formations de 2 mois qui existent pour, voir évidemment tout ça. Mais vous avez aussi ce qui s'appelle le value selling. Value selling, c'est une manière de vendre qui est centrée sur la valeur que votre solution va apporter à votre prospect, à la différence par exemple de d'une manière de vendre, d'une manière de vendre. Vous allez simplement, et c'est ce qui est beaucoup le cas dans l'univers traditionnel, vous allez simplement vous contenter de lister, les caractéristiques de votre solution, où votre rôle en tant que commercial, se limite à répondre à ces questions, à connaître par cœur votre produit pour pouvoir être, une espèce de une espèce d'intelligence humaine. Vous voyez ce que je veux dire? De dictionnaire qui connaîtrait toutes les caractéristiques, qui aurait une réponse à toutes les questions. Là où sur le value selling, on va beaucoup plus se concentrer sur la valeur que la solution va apporter chez vos prospects. Vous avez aussi c'est Ça peut se rattacher à une méthode d'écoute active, mais vous avez aussi des méthodes, par exemple, pour gérer les objections, de vos prospects, et pouvoir arriver à vous en servir comme des forces justement. En général, on a l'habitude de dire que quand on reçoit une objection, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le prospect s'engage dans le cycle de vente. S'il avait pas d'objection, juste il se permettait de vous écouter, de ne rien dire, je pense que ce serait, il y a aucun commerciaux, qui est ravi d'avoir un prospect comme ça en face de lui. Mais la méthode à crack va permettre justement de contrôler et de répondre à des objections qui sont, émises par vos interlocuteurs lorsque vous êtes, sur un rendez-vous de qualification. Et l'outil clé pour ça, ça va très souvent être le CRM, dont on va beaucoup se servir notamment pour sa prise de notes. Négociation et closing. On a fait un premier rendez-vous avec son prospect de 30 minutes. Normalement, il y a une dernière étape qui est une phase de co-construction qui est assez rapide. On peut imaginer une solution qui soit assez simple à vendre. Donc il y a une étape de 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 co-construction et aussi peut-être de négociation sur les termes du contrat parce que certes, on va négocier le prix, mais on va aussi négocier autre chose. On va peut-être négocier des services complémentaires ou on va négocier, des conditions de paiement ou, voilà, on va négocier quelques éléments en plus et bah, cette phase de négociation, bien sûr, quand on est bien développeur, elle est extrêmement importante puisqu'on on est amené à négocier toute la journée. On négocie même quand on fait un appel à froid finalement, puisqu'on négocie juste d'avoir 5 minutes de plus ou 30 minutes de plus avec son interlocuteur. Et donc il faut avoir envie de progresser sur ces sujets. La négociation, il y a comment dire? Il y a une montagne d'ouvrages qui ont été écrits sur ce sujet. Il y a un certain nombre de méthodes qui sont, très utiles et très efficaces, pour justement, bah, bien négocier, et c'est quelque chose qui est, à nouveau extrêmement important quand on est business développeur. Vous avez des principes, par exemple, effectivement, le principe de la négociation raisonnée, le principe du BATNA, donc qui est le meilleur, hem le meilleur accord, c'est ça, le meilleur accord minimum que vous pouvez trouver avec, une partie, en face de vous et vous avez aussi des sujets en termes de négociation et de closing qui sont importants. Par exemple, SLA, c'est l'abréviation de Service Level Agreement qui sont des clauses typiques dans l'univers tech et IT, qui sont des clauses d'accessibilité de votre service, où, il y a des négociations en général qui sont, hyper intéressantes, avec les comptes qui sont en face de vous, sur ces sujets. 8e compétence à maîtriser, qui est pas toujours indispensable entre nous parce qu'il y a des business développeurs, surtout dans des startups qui sont assez jeunes, qui font cette partie de compte management, mais il y a aussi beaucoup de business développeurs qui ne font pas cette partie de compte management parce que dans leur équipe commerciale, il y a et des business développeurs et des account managers. Donc vous voyez, il y a quand même un cas de figure assez important où en tant que business développeur, vous n'allez pas faire de compte management. Je dirais que vous allez faire de l'account management dans, à peu près, 1 cas sur 2. Et bah, quand vous faites de l'account management, vous avez 2 grands enjeux. Premier enjeu clé, c'est de développer le revenu de votre portefeuille de clients. Ça, c'est quelque chose qui est très important et en particulier dans l'univers SaaS, puisque très souvent vous démarrez une relation commerciale
avec un produit d'entrée de gamme et votre but, c'est vraiment de faire x10 sur le revenu dans le temps, avec ce client. Et donc, vous avez des techniques d'upsell ou de cross-sell qui peuvent être mises en place pour justement développer ce revenu. Quand on dit upsell, vous pouvez penser par exemple augmenter le nombre de licences qui est vendu plutôt à un client. Au lieu de vendre 10 licences, vous allez lui vendre par exemple 100 licences. Ou alors vous allez grenouiller à travers les différentes filiales pour vendre davantage de licences. Ça a été de l'upsell. Et du cross-sell, c'est vendre des services complémentaires. Donc c'est, par exemple, vous vendez une licence pour, un outil de prise de rendez-vous, d'agenda en ligne. Donc vous vendez ça avec vous vendez 20, 30, 50 licences, très bien. Mais vous allez vendre un service complémentaire, par exemple, qui est un logiciel d'optimisation, ou alors qui va être un logiciel pour envoyer des emails à ces personnes-là, et cetera, et cetera. Et bah, ça, c'est du cross-sell, c'est vendre des services complémentaires. Donc c'est une première grande responsabilité des account managers et la deuxième grande responsabilité, c'est de prévenir le churn et donc le churn, c'est le pourcentage de clients qui, hem, abandonnent, qui quittent votre solution chaque année et en général, on dit qu'il faut maintenir un pourcentage de churn inférieur à 2-2,5 au-delà, ça devient un petit peu inquiétant sur la qualité du service que vous avez à proposer. Parce que justement, toutes ces entreprises qui fonctionnent, notamment, dans l'IT avec ces mécanismes, ces systèmes d'abonnement, hem, elles misent un petit peu sur c'est un peu comme le principe des intérêts cumulés. C'est-à-dire qu'elles misent sur le fait que les clients ne quittent jamais la solution et qu'en fait, il suffit, d'empiler des clients pour que, le revenu, s'empile. Voilà et donc et dans les faits, ça se passe comme ça d'ailleurs, la plupart du temps. En général, quand vous êtes une solution SaaS et que vous avez une base client, sauf si vraiment il y a des gros problèmes ou si vous avez un concurrent qui est extrêmement agressif ou s'il y a des problèmes techniques avec votre solution, vous arrivez justement à empiler ces clients et vous vous contentez pas juste de remplacer, le churn. Voilà et pour ça, pour arriver à remplir ces 2 missions, vous avez des techniques comme, le Mutual Success Plan, qui peut aussi servir d'ailleurs, sur la partie closing, un petit peu en amont. Mais vous avez aussi des techniques, par exemple, de scoring de comptes où vous allez, mapper, vous allez scorer vos différents comptes dans votre portefeuille de comptes pour être sûr de passer du temps et d'investir votre temps là où il faut au sein de votre portefeuille. Donc ça, c'est sur l'account management. 9e qualité, vous voyez, on se rapproche de la fin. Mapper les processus de décision, enfin 9e qualité, 9e compétence, pardon, sur la partie organisation et sales ops. Donc ça, c'est à nouveau ça vous n'allez pas forcément avoir besoin de ça dans toutes les entreprises et quand vous êtes dans une entreprise de moins d'une trentaine, moins d'une quarantaine de salariés, c'est une compétence importante. On va vous demander en fait de structurer les process dans l'équipe commerciale. Quand on dit structurer les process, c'est la manière dont, vous ou vos collègues, vous allez allouer votre temps dans la semaine sur les différentes tâches. La manière dont vous allez structurer votre cycle de vente. Est-ce que vous faites 4 étapes, 5 étapes, 6 étapes? Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer une opportunité commerciale d'une étape à l'autre ou pas? Vous allez aussi, par exemple, structurer ce qui est, sur la partie reporting. Donc comment est-ce qu'on structure la donnée commerciale et comment est-ce que toutes les semaines on fait le suivi de la performance commerciale? Aussi bien sur tous les efforts que vous avez fournis, mais par exemple aussi peut-être sur les résultats que vous avez obtenus. Ça, c'est ce qu'on appelle le sales ops. C'est comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on optimise la machine commerciale au sein de l'entreprise et si vous êtes business developer dans une équipe commerciale qui est en construction, c'est une qualité que vous devez, avoir envie de développer parce que ça va être extrêmement valorisé de savoir justement, heu, structurer et de savoir construire des choses, d'un point de vue process. Et pour ça, savoir maîtriser Excel, c'est un plus. Être un petit peu geek sur les bords et pas avoir peur, d'aller fouiller dans les options de son CRM, c'est un gros, gros plus. Avoir un esprit analytique évidemment, c'est apprécié et aussi il faut avoir une vraie curiosité de, par exemple, s'abonner à la newsletter de son CRM pour se tenir au courant des dernières sorties en termes de produits, poser des questions à d'autres business développeurs autour de soi et cetera et cetera. Je fais cette parenthèse, mais un pour moi, que ce soit, dans la vente ou, ailleurs, le facteur numéro un de succès, c'est de bien s'entourer et effectivement, quand on a des business développeurs autour de soi, quand on a une communauté autour de soi, c'est une manière de bien s'entourer et c'est vraiment le critère numéro un pour, derrière, pouvoir réussir. Je referme cette parenthèse. Dernière compétence pour réussir en tant que bizdev, alors là, c'est un peu macro, la 9, donc c'est au niveau de l'équipe et là, au niveau 10, c'est le même sujet, mais c'est plus au niveau individuel.
Une compétence clé en tant que business developer, ça rejoint une qualité qui est absolument essentielle, qui est l'organisation. Mais il faut savoir évidemment organiser son temps. Il faut être extrêmement, rigoureux par rapport à la gestion de son temps pour passer du temps là où, ça va créer de la valeur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que business developer, on peut avoir des journées de 12 ou 15 heures. On peut se défoncer au travail, mais pas avoir de résultats. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de faire des choses qui créent de la valeur, mais en fait, ça va pas créer de la valeur pour l'équipe commerciale et pour le développement du revenu. Et donc, c'est extrêmement important d'être capable d'avoir des créneaux où on est dans l'exécution pure et simple, où, on fait ses rendez-vous, on fait sa prospection et cetera et cetera. Et ça, c'est des créneaux qui sont sanctuarisés et derrière, on a des créneaux où là, on se pose des questions, là, on réfléchit. Mais si on commence à tout mélanger ensemble, en fait, on ne réussit pas parce que ça veut dire qu'on se posera probablement trop de questions, et on ne va pas être capable de délivrer le volume d'activité qu'il faut pour obtenir des résultats. Et donc, c'est important d'avoir aussi des réflexes en termes d'organisation et de productivité qui vont faire que justement, vous allez avoir ce niveau d'activité qui va nécessairement générer les résultats qu'il faut. Et autour de ça, vous allez structurer, vous allez construire, et vous allez, travailler sur des sujets de plus long terme qui vont permettre du coup, de créer de la valeur, mais cette fois-ci sur le plus long terme. Et donc c'est extrêmement important de savoir aussi comment en tant que business developer on peut organiser son temps parce que comme je vous l'ai dit, c'est un métier où on peut perdre son temps, sans s'en rendre compte. Voilà. Il y en a certains parmi vous qui connaissent peut-être la loi de Pareto, donc la loi du 80-20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, 80 pardon, de vos résultats vont découler de 20 de vos efforts et donc c'est les 20 des efforts les mieux concentrés, les mieux dirigés dans votre emploi du temps qui vont générer 80 de vos résultats. Et donc évidemment, si ces 20 vous les mettez au mauvais endroit, bah, il y a 80 de vos résultats que vous n'allez pas obtenir. Ça fait beaucoup de choses, on est d'accord. Hem, c'est aussi très excitant. Ça veut dire que, on a un terrain de jeu face à nous, qui est riche, dans lequel on peut beaucoup progresser, et sur lequel on a plein de surprises évidemment. Et c'est ce qui rend aussi évidemment tous ces enjeux, hyper intéressants et hyper gratifiants, quand on réussit bien. Voilà. Je vous parle maintenant du bootcamp. Prochaine session, le 15 avril. C'est dans un petit peu plus d'un mois. Pour des personnes qui s'intéressent à ce bootcamp, il faut postuler maintenant. Vous allez voir pourquoi. Déjà parce qu'on reçoit beaucoup de candidatures, on fait passer des entretiens, en permanence en ce moment, tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et aussi parce que, bah, il y a des délais d'admission qui sont importants et bah, si vous vous intéressez à ce bootcamp, il faut postuler sans trop tarder. C'est une formation effectivement pour, heu, devenir business developer en startup. Je me remets en partage d'écran, au début, il y a eu un tout petit bug. Hop, je le corrige. Ça fait un saut à la ligne quand j'étais en partage d'écran, en présentation et pas sinon, ce qui est assez étonnant. C'est une formation qui dure 7 semaines de vente pure. Dans les faits, il faut compter 2 mois. Pourquoi 2 mois? Parce que je vous en parlerai un petit peu après, mais il y a un pré-work avant le démarrage du bootcamp pour que tout le monde démarre avec le même niveau et après, il y a un suivi qui est très fort sur la partie RH. C'est un bootcamp qui s'appuie sur un réseau de 250 entreprises partenaires qui sont mobilisées à la fois pour que vous puissiez, pendant le bootcamp, faire de la vraie vente pour leur compte. Donc vous allez vous entraîner, vous allez acquérir une vraie expérience professionnelle et ça, c'est, extrêmement important au moment où vous allez passer des entretiens après. Et justement, on est aussi partenaire avec eux sur la partie recrutement parce qu'on déclenche des entretiens parmi ce réseau d'entreprises partenaires à partir de la fin du bootcamp. Chacun des Akimber, on est capable de déclencher jusqu'à 30-35 entretiens s'il le faut. En général, on n'a pas besoin d'arriver jusque-là, mais on est capable de déclencher ce nombre d'entretiens pour faire en sorte que vous rencontriez le plus possible d'entreprises dans notre réseau et que vous finissiez par décrocher, l'opportunité que vous êtes venu, chercher à nos côtés. On est sur un bootcamp qui repose beaucoup, beaucoup sur la pratique. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes avec des coachs, on est sur 100 de pratique. Donc plusieurs heures par jour, vous êtes avec des coachs et vous pratiquez et vous êtes corrigé en temps réel par ces coachs parce que c'est la meilleure manière de mémoriser quelque chose, c'est de le faire. On a tous, subi des cours où on est vraiment, comment dire? Statique, où on est, passif face à du contenu. En général, c'est la science qui le dit, on en retient 10 à 15. En revanche, quand on le fait, on en retient plutôt 40-50. Et quand on le fait et qu'on le refait, là, on retient 80. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait, sur le bootcamp. On se sert d'une plateforme d'apprentissage qui permet justement, bah, de structurer cette pratique,
et de travailler en groupe avec les autres Akimbers sur chaque session puisque, il y a beaucoup de travaux en groupe et c'est aussi une des forces du bootcamp. C'est à chaque fois ce que les Akimbers nous disent, c'est la diversité des profils qui sont autour d'eux. Il y a des personnes qui ont jamais fait de vente, il y a des gens qui ont fait de la vente, il y a des gens qui, viennent vraiment de tous les horizons, de tous les parcours. Il y a d'anciens sportifs professionnels, on a déjà eu des militaires, on a eu, des entrepreneurs, on a eu des consultants, on a des gens parfois qui font de la comptabilité avant. Bref, c'est vraiment extrêmement varié, et tout ça est bien organisé évidemment grâce à cette plateforme. Le format, on est sur 7 semaines. Alors ça répète un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, mais on est sur 7 semaines de formation, et donc quasiment 2 mois avec le pré-work et après les coachings RH. L'objectif, c'est que vous décrochiez à l'issue du bootcamp un CDI avec des salaires qui vont de 38 000 € annuels bruts jusqu'à un peu plus de 70 000 € annuels bruts. Dans les faits, il y a des Akimmers qui vont chercher beaucoup plus d'argent, mais c'est des personnes en général qui avaient déjà de l'expérience en vente, par exemple. Et donc ça, quand je dis ce niveau de salaire, c'est fixe plus variable. Donc vous avez typiquement une décomposition pour un profil qui serait vraiment junior de, par exemple, 30 plus 10. Donc 30 de fixe plus 10 de variable. On va dire qu'en moyenne, on va être sur du 35-40 plus 10 plus 15 plus 20. Et après, vous avez des profils qui arrivent chez nous qui sont déjà plus expérimentés, qui vont aller chercher plus d'argent. Sachant que ça, c'est vraiment des moyennes, ce que je vous indique. Donc il peut y avoir des cas de figure un petit peu particuliers sur quelqu'un qui serait soit ou très expérimenté ou au contraire, très junior. Quand je dis junior, c'est vraiment aucune expérience professionnelle, hein, puisque n'importe quelle expérience professionnelle est valorisée par les recruteurs. On vous permet justement de valoriser cette expérience, y compris si vous n'avez jamais fait de vente. Vous avez fait, je sais pas, peut-être que de la comptabilité, de la communication, hem bref, peu importe ce que vous ayez fait, on va être capable de le valoriser, et ça va vous permettre de récupérer un salaire qui sera plus élevé, tout simplement. Évidemment, l'argent, c'est un sujet important. Quand on est business développeur, on parle beaucoup d'argent. Ça fait quand même partie des gros avantages de ces métiers, c'est que c'est des métiers qui sont hyper bien rémunérés. Je déjeunais il y a à peu près 3 semaines avec un de nos alumni d'une session d'il y a 3 ans, puisque je fais des déjeuners assez régulièrement avec des amis d'Akimbo. J'ai été très content pour lui parce que, il m'indiquait son niveau de rémunération. C'est quelqu'un qui a un petit peu moins de 30 ans, il gagnait en ce moment entre 2 à 3 fois plus d'argent que moi. Vous voyez? Parce qu'il est sales, il est business developer dans la tech, donc c'est des métiers qui sont très bien rémunérés. Il est très bien rémunéré, et ça fait, vraiment plaisir à entendre, parce que c'est quelqu'un qui avait passé plusieurs mois au chômage avant de rejoindre le bootcamp. Il était content qu'on lui fasse cette confiance, qu'on lui accorde cette confiance, et aujourd'hui, il a déjà été promu, 2 fois. Il travaille d'ailleurs avec d'autres Akimbers dans son entreprise, donc c'est assez cool comme ambiance. Ils ne veulent recruter que des Akimbers apparemment, c'est assez marrant, et ça lui a permis de faire un bond en termes de salaire qui était vraiment, extrêmement élevé. Le déroulé, donc le pré-work, 1 à 3 semaines en asynchrone, c'est-à-dire que les personnes le font sur le format, sur les horaires qu'elles veulent. Il faut juste le faire, mais après si vous voulez le faire entre, 6 h et 8 h du matin parce que vous êtes du matin ou si vous voulez le faire entre 22 h et minuit parce que vous êtes plutôt du soir, c'est libre à vous. Donc ça, c'est un pré-work qui dure 3 semaines. Ensuite, vous avez une première partie de la formation qui est sur tout ce qui est prospection commerciale, la génération de leads. Comment est-ce qu'on détecte des opportunités de vente? Ça reprend effectivement les compétences que je vous ai, détaillées là sur le comment dire? Dans les minutes précédentes. Ensuite, vous avez et là, normalement, vous n'êtes pas surpris, un bloc qui va porter sur la qualification, le closing et la partie sales ops, dans votre quotidien de business développeur. Donc, c'est comment est-ce qu'une fois que vous avez détecté une opportunité, bah, vous apprenez à la convertir en client, tout simplement. Dernière partie, suivi RH, comment se positionner, comment s'insérer dans le monde sales tech, comment préparer ses entretiens, comment négocier son CDI comme un deal. On est Je vais pas dire des experts absolus, ce serait peut-être un peu, heu, un peu prétentieux, mais en tout cas, on est très fort, pour bien coacher et bien accompagner les Akimbers, pour leur permettre justement de s'insérer après, professionnellement et de trouver le meilleur contrat qu'ils veulent. Comme je vous l'ai dit, on a un accompagnement sur le nombre de mois qu'il faut, pour décrocher des entretiens, aider les Akimbers à décrocher des entretiens. On est mobilisé à 100 pour ça. On présente de nouvelles entreprises toutes les semaines aux Akimbers pour qu'ils puissent se positionner dessus, et on a un accompagnement qui est extrêmement personnalisé, extrêmement individualisé. Je ne compte plus les heures, mais ça peut se compter en dizaines et dizaines d'heures
individualisé avec les Akimbers pour justement, les aider, à s'insérer dans la tech, répondre à leurs questions, les aider à se préparer et vraiment, les polir, pour qu'en entretien, ils puissent donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Nos partenaires, un peu plus de 250, toutes les tailles, toutes les industries. Vous avez de la santé, du marketing, de l'éducation, vous avez de la foodtech, vous avez des fintech, vous avez, transport, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de sujets différents. C'est un bel, une belle représentation finalement des entreprises de la tech que vous pouvez retrouver aujourd'hui et on bosse quasi exclusivement avec des entreprises de la tech. Le matchmaking, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la mise en relation entre les Akimbers et les entreprises partenaires. Quand je dis qu'on apporte sur un plateau d'argent des entretiens aux Akimbers, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous vous positionnez sur des offres et 24 heures après, vous avez, votre agenda qui s'actualise et vous avez les entretiens de programmés, avec les entreprises partenaires. Ça se passe littéralement comme ça. On est les seuls à faire ça. Ça fait partie de notre proposition de valeur, on en est tout à fait conscient, et en général, c'est très apprécié, par les Akimbers. Sujet financement. Ah ah! Il y en a qui sont restés, là jusqu'à 14 heures pour entendre ça. Comment ça fonctionne? Le coût du bootcamp, c'est quasiment 4 000 €. Donc ça, c'est le prix du bootcamp pour accéder à tout ce que je vous ai indiqué et encore, j'ai même pas parlé des je ne sais pas si j'en parle après, non, j'ai oublié. Et j'ai même pas parlé des services dont vous bénéficiez après dans la durée, puisque quand vous rejoignez la communauté d'Akimbo, après vous bénéficiez à des événements à vie, de formation en vente B2B pour se perfectionner. Évidemment, c'est hyper utile. Bref, vous avez donc c'est le coût de la formation, c'est, un peu moins de 4 000 €. Vous pouvez mobiliser votre CPF, mais il y a des délais d'inscription qui sont importants. Donc surtout si vous voulez mobiliser votre CPF, vous avez intérêt à le faire vraiment, bien en amont et et à être en contact avec nous, assez rapidement. Et ça vous donne accès à tout ce que je vous ai indiqué, jusqu'à présent. On a une clause embaucher ou rembourser, j'ai même envie de dire embaucher et ou rembourser, qui peut s'appliquer de 2 manières. La première, c'est heureusement, je touche du bois, ça ne se passe pas, mais si au bout d'un an, vous étiez toujours en recherche d'un emploi, on vous rembourserait la somme que vous avez dépensée personnellement. On ne peut pas rembourser le CPF, mais on vous rembourserait la somme que vous avez dépensée vous-même. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, qui a concerné un petit peu moins de 90 des Akimbers sur les 12 derniers mois, c'est 88 c'est dès lors que vous rejoignez une entreprise de notre réseau grâce à une mise en relation qu'on vous a faite, on vous rembourse le montant que vous avez dépensé vous-même. Et ça, c'est magnifique parce que ça veut dire qu'in fine, la formation, elle est financée par nos entreprises partenaires. Et ça permet d'aligner vos intérêts et nos intérêts, puisque, nos intérêts à tous les 2, c'est que vous décrochiez un CDI parmi notre réseau d'entreprises partenaires et ça permet derrière de faire reposer le financement, sur ces entreprises. Prochaines étapes pour vous, candidater en ligne, il y a un bouton démarrer, choisissez bien le bootcamp ou alors les programmes Fastcamp, je vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais ce sera l'occasion d'un prochain webinaire. Vous postulez, vous nous partagez toutes les informations que vous pouvez. Vous serez rappelé ensuite par téléphone pour un premier appel et ensuite il y a un entretien qui a lieu, dans nos locaux, où, on échange, on fait connaissance, avec vous et ensuite si vous êtes admis, puisque c'est une formation qui est sélective, on prend des profils qui sont, évidemment, les plus motivés possibles et il y a le programme qui démarre avec le pré-work, la formation et les entretiens avec les partenaires, tout simplement. La formation est accessible à distance ou dans nos locaux. C'est exactement la même expérience pour tout le monde. Après, il y a des Akimbers qui sont, à distance depuis, Bordeaux, Nice, Montpellier, et qui sont à distance la plupart du temps, mais qui vont venir par exemple 2 ou 3 fois pendant le bootcamp, voire même qui viennent, 1 mois après, pour faire notre connaissance et rencontrer les autres Akimbers. On est à 10 minutes de la station Châtelet avec la ligne 14, automatisée. Donc c'est assez central, par rapport à des personnes qui viennent de tout Paris et d'Île-de-France. Pour échanger avec nous, vous pouvez flasher ce QR code, vous ferez la connaissance de Wassim. Vous pouvez aussi nous appeler sur le standard d'Akimbo. Le plus simple étant quand même d'utiliser ce QR code. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir, quelqu'un, au bout du fil, lorsque vous aurez choisi un créneau. Et puis, voilà, prenez rendez-vous avec nous. On pourra échanger sur votre, parcours professionnel, sur votre projet avec grand plaisir et je vous souhaite une très, très belle journée.
Merci d'avoir participé à ce webinaire jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt, j'espère, sur le process de sélection.